parlera ce soir de ce drame survenu à Boaké. Un incendie causé par un court-circuit au quartier Belleville a fait 2 morts et 3 brûlés dans un état grave. De nouveaux feux tricolores équipés de panneaux solaires viennent d'être installés dans la commune de Cocody, précisément au carrefour du lycée international Jean Mermoz. Incapables d'exporter leur production, les paysans du village de Gulmit au nord du Pakistan visent Internet pour notamment vendre leurs produits ou se reconvertir. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. On commence par cette tragédie survenue à Boaké. Un incendie au quartier Belleville a fait 2 morts et 3 brûlés dans un état grave. À l'origine de ce drame, un court-circuit, c'est la désolation chez la famille Sidimé qui vient ainsi de perdre 2 de ses membres tandis que 3 autres continuent de lutter contre la mort. Le reportage de Kwadio Kwame et Soro Corona. 2 morts, 4 grands brûlés, dont 3 en instance d'évacuation au service des grands brûlés du centre hospitalier universitaire de Cocody, et 1 maison et tout son contenu parti en fumée. C'est le triste bilan du sinistre intervenu dans la nuit du vendredi à samedi dernier aux environs de 1 h du matin au quartier Belleville de Boaké. Ce drame serait dû à un court-circuit d'un brasseur mal branché. Les flammes et la fumée ont englouti la maisonnée aux portes closes. Ce sont les cris de la famille en danger qui ont alerté les voisins. Ces derniers ont dû défoncer la porte pour secourir les Sidibé. La consternation et l'affliction étaient à leur paroxysme dans la famille Sidibé, une famille qui demande de l'aide pour sauver ses grands brûlés. Mon petit frère qui me suit directement, voulant protéger le reste de ma famille, s'est laissé calciner. Mon fils brûlé, mon deuxième petit frère brûlé, la femme de mon grand frère brûlée. Je lance un appel à toute la Côte d'Ivoire, à toutes les personnes qui ont des âmes sensibles de venir au secours de ma petite famille. Pensez à ce pauvre garçon, il a perdu son père. Si vous ne venez pas à son aide, il perdra aussi sa mère. Il sera orphelin de père et de mère. Je vous en prie, ayez pitié. Les 2 morts de cette tragédie ont été enterrés ce lundi. Les incendies dus au court-circuit sont légion dans ce quartier. L'année dernière, une famille a échappé à la mort dans les mêmes conditions. Circulation routière, de nouveaux feux tricolores équipés de panneaux solaires viennent d'être installés à Cocody, précisément au carrefour du lycée international Jean Mermoz. La circulation était bien difficile à cet endroit avec de nombreux accidents. Konaté Moussa. Des feux tricolores équipés de panneaux solaires, une innovation dans la régulation de la circulation routière. Phase pilote de cette initiative, le carrefour du lycée Jean Mermoz dans la commune de Cocody, un endroit où la circulation est souvent difficile. Quand il y a l'embouteillage, en tout cas c'est difficile pour rouler. Avec le feu actuel, bon, ça nous arrange. Et encore, c'est un feu moderne. Concernant l'énergie solaire, bon, c'est du jamais vu. C'est la première fois. Bon, ça nous arrange. Et je veux que ça soit une continuité. Chaque fois, il y a un embouteillage par rapport à l'école Mermoz. Donc pour traverser, c'est un peu compliqué. Voilà, on n'a pas la facilité de traverser. Bon, maintenant qu'on a un feu parasoleil, je crois que ça va beaucoup nous arranger. Ça va faciliter le déplacement des véhicules. On n'a jamais vu ça, vraiment, ça nous montre que derrière, il y a eu l'évolution. Tant qu'il y a le soleil, les batteries sont bien chargées, le feu fonctionne 24 heures sur 24 heures. Ce carrefour n'aura plus de bouchons. Il y a des carrefours sensibles à Cocody qui ont besoin de ce type de feu-là. Ces feux tricolores à énergie solaire sont indépendants du réseau électrique, une solution face aux coupures de courant. Quand il y a la coupure de courant, les feux ne marchent pas. Quand il pleut, les feux ne marchent pas. Donc on a décidé de mettre une technologie de pointe en place. On a traversé des panneaux soleil pour pouvoir innover un peu. Aujourd'hui, quand vous passez à notre feu, quel que soit qu'il pleut, la coupure de courant, les feux marchent automatiquement. Vous n'avez pas de problème. Les feux tricolores donnent le droit de passage ou non aux véhicules sur les voies en fonction de la couleur. Leur respect est exigé selon le code de la route pour éviter les accidents de la circulation.
Littérature, le prix Ivoire 2015 attribué à Ketley Mars pour son roman Je suis vivant. La lauréate de la 8e édition du prix destiné à récompenser le meilleur auteur africain pour la littérature d'expression francophone est haïtienne, Serge Koléa. Ketley Mars, poète, novelliste et romancière haïtienne, est la lauréate du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone 2015. Je suis vivant, son 7e roman, publié en mai 2015, a supplanté les 6 autres œuvres en compétition. L'écrivaine se réjouit de cette distinction qui, dit-elle, la rapproche davantage de ses origines africaines. C'est l'émotion, c'est le plaisir, c'est le sentiment de fraternité, de partage que je ressens ce soir. La trame de l'histoire se passe après le séisme qui a frappé Haïti en 2010 et c'est une histoire humaine, une histoire familiale, mais qui rejoint l'universel. Le style atypique et les personnages émouvants de son roman « Je suis vivant » ont convaincu les membres du jury. Aujourd'hui, l'Afrique révèle son originalité aussi bien dans ses histoires que dans ses esthétiques qui sont quand même très fortes et très particulières. 8 ans que l'association Aquabaculture célèbre la littérature africaine. L'association ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. On a pu quand même réussir encore le pari de tenir cette édition et de porter toujours plus haut ce prix qui, je pense, fait véritablement la fierté de notre pays. Invités spéciaux de l'association Aquabaculture, les écrivains Amadou Kone de la Côte d'Ivoire et Mohamed Mbouga Assar du Sénégal ont été honorés en recevant des trophées. Le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone s'est élargi cette année aux diasporas africaines. Des prix ont également été décernés lors du Festilag, le Festival international des lacs et des lagunes. 4 prix au total pour cette 4e édition. Les lauréats du Festival international du film des lacs et lagunes 2015, Festilag, sont connus. Le prix du meilleur long métrage, Grand Prix de la diversité culturelle, a été remporté par le Camerounais Boris Lojkili avec son film Hop. Il empoche plus de 3 millions de francs CFA. Le prix du meilleur court-métrage est revenu au Français Farid Bentoumi avec son film Un métier bien. Quant au Français Laurent Chevalier, il s'est vu octroyer le prix du meilleur film documentaire avec La Trace de Candia. Le prix Lagoon Wood du meilleur film ivoirien a été octroyé à l'Ivoirien Mo Diaby grâce à son film Djibada. Ce prix, je le considère comme étant une marque de reconnaissance pour le travail fait par la nouvelle génération de réalisateurs ivoiriens. Le cinéaste ivoirien Idriss Diabaté, par ailleurs président du jury du Festilag, a reçu un prix d'honneur récompensant l'ensemble de sa carrière. C'est un sentiment de fierté, de grandeur. Quand on pense à toi, pour faire quelque chose de cette dimension-là à ton nom, tu ne peux être que fier. La directrice du festival, Nakissi Sabané, s'est félicitée de la bonne tenue de cette édition du Festival. Je suis satisfaite parce que depuis 3 ans, on est en train de travailler sur cette relance du cinéma. Et petit à petit, nous avons construit un public. Nous attendons maintenant la réouverture des salles. La 4e édition du Festival international du film des lacs et lagunes a été l'occasion pour les organisateurs de sensibiliser les hommes et les femmes sur la nécessité de lutter efficacement contre l'excision. Au Mali, c'est aujourd'hui que débutent les 3 jours de deuil en mémoire des victimes de l'attentat du vendredi 20 novembre contre l'hôtel Radisson. L'attaque a fait, pour rappel, 22 morts, dont 19 civils, un gendarme et les 2 djihadistes. Le Sénégal, la Guinée et la Mauritanie observent également ces 3 jours de deuil. Le gouvernement ivoirien a exprimé sa compassion à l'État malien. Conduite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, une délégation ivoirienne s'est rendue à l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. Sur place au Mali, les mesures de sécurité ont été renforcées. Les complices des auteurs de l'attentat sont toujours recherchés. Après Al-Morabitoun, dirigé par Mokhtar Belmokhtar, un autre mouvement revendique l'attaque contre l'hôtel Radisson. Il s'agit du Front de libération du Massina. Abou Sanogo et Chris Diomandé nous en disent un peu plus.
Après le groupe de Mokta Bel Mokta, qui a réitéré sa revendication le samedi dernier dans un enregistrement sonore en arabe diffusé dimanche soir par la chaîne de télévision Al Jazeera, assurant que les assaillants étaient uniquement au nombre de 2 et laissant entendre qu'ils étaient maliens. C'est autour du Front de libération du Massina, FLM, un groupe djihadiste au centre du Mali, de revendiquer aussi l'attaque qui a fait 22 morts vendredi dernier à Bamako. Et pour justifier cela, l'un de ses porte-parole, Ali Hamad, affirme que le groupe djihadiste a agi en réaction contre les forces Barkhane qui mènent des opérations contre le Front de libération du Massina et le groupe Ansardine de Iyad Agali avec l'aide de l'armée malienne. Ali Hamad a précisé que le commando comportait 5 membres. 3 sont sortis sains et saufs. Les enquêtes avancent et elles permettront de débusquer rapidement les auteurs de l'attaque de l'hôtel Radisson Blu. Et il est traduit devant la justice selon le procureur Sidiki Samaké. Et en Belgique, Bruxelles vit ce lundi sa 3e journée d'alerte antiterroriste maximale. Hier, 16 interpellations. Aujourd'hui, 5 nouvelles personnes ont été interpellées. Le principal suspect dans l'enquête sur les attentats de Paris n'a pas encore été arrêté. Les opérations antiterroristes se poursuivent en Belgique. Une vingtaine de personnes ont été interpellées, mais toujours pas de traces de Salah Abdeslam, le suspect le plus recherché des attentats de Paris. La Belgique, toujours sous le régime de l'état d'urgence, lundi, une capitale à l'arrêt, métro fermé, écoles portes closes, centres commerciaux bouclés. Un glissement de terrain les a coupés du monde. Incapables d'exporter leurs pommes de terre, les paysans du village de Gulmit, au nord du Pakistan, visent Internet pour notamment vendre leurs produits ou se reconvertir, mais que de difficultés. Gulmit, au cœur des montagnes du nord du Pakistan. Pendant des années, la culture de la pomme de terre était le seul gagne-pain de ce village reculé. Mais en 2010, il a été coupé du monde par un glissement de terrain qui a donné naissance au lac Databad. N'ayant pas les moyens d'exporter leurs produits par bateau, les habitants ont dû s'adapter. La solution, Internet et le télétravail, avec la création d'un centre de formation par une ONG locale financée par des fonds européens. Nous donnions des cours de mobilisation de ressources en ligne pendant 1 mois, de e-marketing pendant 2 mois, de design graphique pendant 3 mois et une formation au logiciel de comptabilité en ligne pendant 1 mois. 700 apprentis ont ainsi été formés. Grâce à ce projet, Gulmit a été connecté à Internet pour la toute première fois. C'était en 2012 une révolution pour les villageois. À l'époque, on ne savait rien de l'actualité. On ne savait pas ce qui se passait à l'intérieur de notre pays, ni dehors. Alors le fait d'être connecté au monde entier, ça a été un moment glorieux. Tout ce que je veux dire, c'est qu'on veut Internet à nouveau. Car la lune de miel n'a pas duré. Au bout de 2 ans, le financement s'est tari et l'abonnement, trop cher, a été interrompu. Karim Aslam est désormais le seul à avoir Internet dans l'ensemble du village et ça lui coûte presque la moitié de son salaire. Transcripteur, il reçoit des enregistrements audio de médecins américains, la plupart du Tennessee, et leur renvoie le texte écrit. S'il n'y avait pas de problème pour avoir Internet, j'aurais formé plein d'autres gars et on aurait pu travailler davantage pour les États-Unis ou d'autres pays. Mais la situation est en train de changer. L'automne dernier, la Chine a fini la construction d'une route contournant le lac Databad, rendant à nouveau possible l'exportation des pommes de terre et autres produits locaux. Et les habitants espèrent retrouver Internet un jour avec l'arrivée du filaire. Certains pensent même déjà à vendre leurs récoltes en ligne. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.